Prenez soin de vous avec le groupe Vive et votre programme La Santé d'abord. Groupe Vive, entrepreneur du mieux vivre. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de La Santé d'abord, l'émission qui préfère prévenir plutôt que guérir. Alors vous avez passé, je l'espère, de joyeuses fêtes, mais ce n'est peut-être pas le cas de votre foie. Trop de gras, trop de sucre, pas assez d'exercice physique. Vous vous interrogez peut-être sur l'utilité d'une petite cure détox, voire carrément d'un jeûne de plusieurs jours. Alors pourquoi pas, mais attention, pas dans n'importe quelle condition. Le bon usage du jeûne et de la détox, on en parle aujourd'hui sur le plateau de La Santé d'abord, et pas seulement parce que c'est de saison. Alors, entre les cures de raisin, de soupe aux choux, de jus de légumes ou de tisanes brûleuses de graisse, Internet ou les magazines féminins, c'est vrai, regorgent de recettes détox en tout genre. Mais déjà, avez-vous vraiment besoin de détoxifier votre corps? Et ces pratiques sont-elles vraiment sans risque pour votre santé? Autant de questions que nous allons poser aujourd'hui à mes deux invités. Catherine Malpas, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes naturopathe et coach en nutrition à Paris. Merci d'être avec nous. Et docteur Jacques Roulier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes, vous, médecin généraliste et cofondateur de l'Académie médicale du jeûne. Voilà. Merci également d'être avec nous. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on fasse bien la différence entre cure, détox et jeûne. Même si ces deux pratiques ont pour objectif de faciliter l'élimination des toxines, ce n'est pas tout à fait la même chose. Catherine, la détox, qu'est-ce qu'on entend par cure détox? La cure de détox, de mon point de vue en tout cas, c'est un mode d'alimentation qui va être restrictif à la fois sur la qualité des aliments, donc on va plutôt prendre des fruits ou des légumes. Donc une sorte des monodiètes, c'est-à-dire que pendant plusieurs jours on mange, mais que le même fruit ou que le même légume? Le même fruit ou le même légume pendant un jour ou plusieurs jours consécutifs, de manière à permettre à l'organisme de se nettoyer. D'accord. Parce qu'en fait, la digestion va être beaucoup moins compliquée sur le même aliment pendant toute une journée, par exemple. Et alors le jeûne, docteur Roulier, parce que ça c'est votre partie. Le vrai jeûne, aucun aliment, on peut boire un peu dans certains types de jeûnes. C'est très recommandé de s'hydrater, c'est aussi très recommandé d'associer une activité physique. Le jeûne, c'est simplement un arrêt de la digestion, un arrêt de l'alimentation extérieure. Et en fait, on se nourrit de soi-même. Alors, c'est quelque chose qui, sur le plan médical, est maintenant bien connu. Le prix Nobel de médecine en 2016, c'est un monsieur qui a travaillé sur l'autophagie, qui s'appelle Yoshinori Oshumi, et qui a eu le prix Nobel pour expliquer que les cellules qui sont privées d'apport extérieur font un grand ménage, une rénovation de façon extrêmement profonde. Et donc, tous les bénéfices du jeûne, lorsqu'il est bien conduit et bien encadré, résultent de ça. Bon, on va voir ça en détail avec vous. Alors, juste pour info, 27% des Français, quand même, pratiquent le jeûne et 61% d'entre eux s'y astreignent pour des raisons de santé. Donc, vous voyez déjà, il y a déjà une certaine notion des vertus thérapeutiques de ce jeûne. Alors, on reviendra évidemment, je l'ai dit, sur ces différentes formes de jeûne qui nécessitent quand même d'être encadrées dans la plupart des cas. Mais avant, je vous emmène à Lille, où nos reporters, Mathieu Guillot et Marine Kijek, sont allés interroger ces habitants sur leur pratique détox. Regardez. Non, pas du tout. Après les fêtes, je me laisse vivre encore toute l'année et je fais aucun truc détox. C'est peut-être le fait que je suis jeune, du coup j'y pense pas forcément et je suis bien dans ma peau, donc pas besoin. Footing, golf un peu. C'est le régime, je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est le 18h, c'est-à-dire qu'on arrête de manger le soir à partir de 19h jusqu'au lendemain matin, jusqu'au lendemain à l'heure du déjeuner. J'ai souvent mal au foie, etc. Donc je fais des régimes. Tu manges moins? Ouais, beaucoup moins. Et du sport, je vais marcher, courir un peu. Ouais. Des résolutions qu'on prend et qui ne sont pas forcément tenues toute l'année. Juste on mange un petit peu moins pendant Noël. On évite de manger trop de chocolat. Mais sinon, non, on fait juste attention, mais honnêtement, pas forcément de régime, ni plus de sport que d'habitude. Généralement, j'essaie de diminuer un peu la quantité de sucre, de chocolat, de tout ça. Et de moins manger le matin aussi, de faire des jeûnes intermittents.
Bon voilà, à part les jeunes qui ne voient pas forcément l'utilité de modifier leurs habitudes alimentaires, même après les fêtes, certains ont quand même, je trouve, des bonnes idées. Faire plus de sport, manger moins de sucre, pratiquer le jeûne intermittent. Et puis il y en a un qui se plaint aussi d'avoir souvent mal au foie. Alors justement, parlons un peu de notre foie. Docteur Houllier, on appelle le foie l'éboueur de notre organisme. Comment nettoie-t-il naturellement le corps ? C'est une énorme usine chimique, biologique, mais qui a un travail sur le plan biochimique très complexe. Il doit d'une part synthétiser un certain nombre de substances, d'hormones, de médiateurs chimiques, de facteurs de coagulation, et puis tous les anticorps qui nous défendent sont synthétisés par le foie. Et puis il doit aussi s'occuper de la détoxification, de la détoxication naturelle qui se fait, sans rentrer dans les détails, en 3 étapes. Une première étape qui est une désactivation des toxines, une deuxième étape qui est une conjugaison pour que ces toxines puissent être éliminées, puis ensuite une évacuation en règle générale. Dans les urines ou le système digestif. Ou le système digestif voilà. Via les selles. Et quels sont les facteurs qui peuvent altérer cette fonction détox du foie ? Pour l'essentiel, la pollution, d'où qu'elle vienne, c'est-à-dire ce qu'on respire, ce qu'on fume, ce qu'on boit, ce qu'on mange, bien entendu. Il y a quand même, je pense, à peu près 3000 ans qu'on a dit que ton aliment, c'est ton médicament. Et malheureusement, c'est quelque chose qui est un petit peu oublié. Alors, sans parler des qualités de notre nourriture, on peut s'interroger sur la fréquence de nos repas, et c'est là que le jeûne va être intéressant. Alors justement, j'allais vous poser la question, quels sont les signes d'un foie qui fonctionne mal? Donc des problèmes de peau, ça peut être aussi de la fatigue, des nausées aussi. La mauvaise haleine, la fatigue générale, et puis des infections qui vont survenir beaucoup plus facilement. Donc une immunité moins performante. Absolument. Oui. Et dans le sujet qu'on a vu, c'est vrai qu'il y a un jeune qui disait avoir souvent mal au foie. Est-ce qu'on peut avoir mal au foie ? Oui, alors il y a une notion qui est en fait sur le plan médical n'existe pas, c'est ce qu'on appelle la fameuse crise de foie. La crise de foie, en général, c'est une crise qui est plutôt générale, digestive, de surcharge. Il y a la stéatose hépatique, qui est le résultat d'une surcharge métabolique. La NASH, la fameuse stéatose hépatique. Alors la NASH, elle est particulière parce qu'elle n'est pas alcoolique, parce que la stéatose, elle peut aussi être liée à l'alcool. Ça, c'est l'exemple typique. L'alcool éthylique n'est normalement pas présent dans le corps humain. Donc, on sait que de temps en temps, on en consomme parce que ça nous apporte des effets, on va dire, anxiolytiques, ou ça nous détend. C'est pour ça qu'on aime bien. Et puis, il y a le goût aussi qui peut nous satisfaire. Mais la principale cause de surcharge pour le foie, ce sont des toxiques. L'alcool en est un, il y en a d'autres. Et le principal, eh bien, c'est le sucre. Le sucre, oui. Et le sucre qui malheureusement a pris une importance, je dirais, beaucoup trop grande dans notre alimentation, le jeûne permet, ou la détoxication permet que le sucre, en fait, va être transformé en gras et qui va rendre notre foie gras. Et qui fonctionne moins bien. Bon, je simplifie, mais en gros, c'est... Non, vous avez raison. On dit souvent aux gens qui jeûnent, par exemple, on leur dit, vous allez manger du foie gras toute la journée. Le vôtre. Le vôtre. C'est ça, l'autophagie dont vous parliez, c'est-à-dire qu'on détruit on se nourrit... On se nourrit de ses propres réserves. Qui sont faites pour ça. Les médicaments aussi, attention, le paracétamol notamment. Il faut savoir que chez certaines personnes, le paracétamol peut être vraiment toxique quand vous manquez d'une certaine enzyme, la GST, glutation transférase, S-transférase. Et là, ça peut être aussi très dangereux, donc on ne le répète pas assez. Mais c'est pour ça qu'il faut absolument respecter les doses. Et qu'intuitivement, on peut se dire, tiens, si j'en prends un peu plus, ça va marcher mieux. En général, c'est une grosse erreur pour tous les médicaments. Alors, parlons des cures de détox. C'est vrai que beaucoup d'entre nous sont tentés par des cures détox, monodiète, on en parlait tout à l'heure, ou des cures de jus de légumes pour perdre du poids, pour nettoyer son organisme, pour avoir une belle peau. Catherine Mappa, quelles sont les cures détox pour vous qui sont les plus pertinentes, les plus intelligentes, entre guillemets, parce qu'on peut lire aussi beaucoup de choses un peu farfelues, des cures de soupe aux choux, de jus de raisin. Moi, je me méfie toujours des monodiètes, surtout avec des fruits. Parce
que ça peut avoir un impact aussi, je trouve, sur notre glycémie. C'est peut-être pas terrible, mais bon. Enfin, je vais parler sous votre caution, mais en tout cas, de mon point de vue, le fruit ne va pas élever la glycémie de façon brutale, puisqu'il contient du fructose, donc... Oui, il y a aussi du glucose. Alors en fait, il y a des fruits que dans une monodiète, il vaut mieux ne pas choisir parce que ce sont des fruits qui sont très sucrés. Schématiquement, le raisin, et pourtant on a entendu parler de cure de raisin. C'est pommes, poires, mangue. Les poires, les ananas surtout. Hein, les 3 fruits, je dirais, à éviter parce que c'est quand même un peu trop sucré. Juste sur ces cures détox, moi je lis partout dans les magazines féminins, un tel ou je sais pas, telle star hollywoodienne fait des cures détox avec des jus verts pendant 3 jours. Est-ce que voilà, si on fait ça régulièrement, il n'y a pas un risque, je sais pas, de carence, de dénutrition, Je pense pas. Personnellement, je crois que quand on reste... Mais est-ce que c'est efficace, surtout? Parce qu'il n'y ait pas de risque, tant mieux, mais est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est quelque chose que vous conseillez, vous? Mettre son appareil digestif au repos de toutes les manières, ça me paraît toujours un prérequis indispensable. On est génétiquement adapté sur les chasseurs-cueilleurs, ils mangeaient 3 fois par semaine. Nous, on mange de plus en plus mal, et on ne sait plus éliminer. Et donc le corps, évidemment, il s'encrasse. Alors, nous sommes justement allés à la rencontre de Maude Chauffard, qui a ses propres rituels. C'est une jeune femme qui est pleine de ressources et qui surtout a ses propres rituels pour se débarrasser au quotidien des toxines qui pourraient empoisonner son organisme. Regardez, c'est un sujet de Pierre Emco. La base de la détox et pourquoi on détoxifie notre corps, c'est pour enlever les impuretés et éliminer les toxines, et c'est intéressant de le faire de façon quotidienne pour préserver un équilibre et puis surtout un bon fonctionnement des organes. Et dans la tradition du yoga, il y a vraiment des rituels qu'on fait le matin en se levant, des rituels de purification. Déjà, c'est le rituel de gratte-langue ou le nettoyage de la langue. L'idée, c'est d'enlever les toxines qui se sont accumulées la nuit et qui sont en fait rejetées les rejets de la digestion. Le deuxième geste, je fais en fait fonctionner les organes abdominaux et tout l'abdomen avec des exercices physiques, donc ce qu'on appelle aussi en yoga des postures ou des asanas, assez dynamiques mais très douces évidemment, pour réveiller le corps, pour réveiller les organes. Le troisième geste que je fais alors de façon plus occasionnelle, c'est des cures de jus de légumes, notamment avec certains légumes verts qui favorisent vraiment la digestion et la détoxification. Et vous pouvez les faire vous-même avec un extracteur de jus ou une centrifugeuse. La détox est assez facile à mettre en place pour tout le monde. Ce qui est important, c'est que ça reste simple, facile à mettre en place, pas contraignant et surtout un plaisir et qu'on puisse ressentir évidemment les bienfaits tout de suite. Voilà, grattage de langue, yoga, respiration, quelques jus de légumes. Qu'est-ce que vous pensez des rituels détox de Maude? Très bonne idée de se débarrasser des cellules qui sont abîmées et qui sont renouvelées d'ailleurs naturellement, comme toute la muqueuse digestive, c'est une très bonne idée. Le yoga, c'est quelque chose qui est couramment pratiqué pendant les séjours de jeûne, quand c'est convenablement encadré et organisé. Et le fait d'avoir une activité physique aussi, c'est quelque chose de fondamental. Moi, je pense qu'elle a parlé de plaisir. Et ce mot-là, je pense, encore une fois, il est important parce que le cerveau ne fait pas la différence entre famine et régime. Donc si on ne fait pas ce rituel par plaisir, eh bien à ce moment-là, on peut perdre vraiment tous les bienfaits d'une détox ou d'un jeûne. Alors, je vais quand même vous poser la question qui fâche, c'est avons-nous vraiment besoin de faire des cures de nettoyage? Parce que c'est vrai qu'aucune étude clinique n'a été menée sur l'efficacité de ces cures détox. Voilà, est-ce que finalement on a vraiment besoin de ça ou si on a déjà à la base une bonne alimentation, si on ne mange pas toute la journée, on arrive à maintenir au moins ses intestins repos entre chaque repas pendant 3 ou 4 heures, est-ce qu'on a besoin de détoxifier son corps? 80% de l'offre en supermarché, ce sont des produits transformés, voire ultra transformés. Donc quand vous voyez les caddies dans les supermarchés, c'est plutôt affolant. Donc c'est sûr qu'il y a un vrai travail à faire à ce niveau-là. Parce que ça peut coûter cher quand même, ces cures détox, etc. On peut dire déjà d'investir dans son alimentation. Oui, toute activité vivante a besoin de repos.
La végétation autour de nous, par exemple en hiver, elle se met au repos. On a besoin d'avoir ces cycles une alternance entre le jour, la nuit, le jour où on est actif, où on va travailler, où on va manger, et puis la nuit où on se repose, où il n'y a pas de lumière, on est dans l'obscurité, ou théoriquement, et on ne mange pas. Et on s'aperçoit que si on ne respecte pas ces cycles-là, on aboutit forcément à des déséquilibres qui ne sont pas d'emblée catastrophiques, mais qui, avec une accumulation, vont devenir vraiment difficiles à vivre et qui, quelquefois, se manifestent par des choses un peu atypiques. On a mal dans le dos, on ne digère pas bien, on se sent fatigué, etc. Quand vous parlez de jeûne, il y a différents types de jeûne, j'imagine. Il y a le jeûne hydrique, il y a le jeûne sec. Enfin, je ne connais pas encore grand-chose, mais il y a un jeûne le jeûne sec, ça doit être quand même pas simple à... Moi, je ne le recommande jamais. Je ne sais pas vous. Ça ne peut être que de très courte durée. Mais le seul qui soit validé... Courte durée, c'est-à-dire 48 heures maximum. On est d'accord, donc attention, d'accord. Alors que le jeûne hydrique, on peut boire, on peut s'hydrater, mais on mange rien de solide. Et ça, c'est combien C'est combien de temps Ça peut être de l'ordre d'une semaine. Mais enfin, disons que sur le plan médical, le seul qui soit validé, c'est le jeûne selon Boehringer, c'est-à-dire avec une petite supplémentation le matin, avec un jus de légumes essentiellement, mais de fruits, en très petite quantité, ça représente moins d'une centaine de calories. Le soir, on a un bouillon de légumes qui est juste pour éviter la déminéralisation. Bon, il n'y a pas de carence qui s'installe en une semaine de jeûne. Et puis, ce qui est essentiel, c'est une hydratation abondante toute la journée et un exercice physique, alors qui va être sur la version yoga ou sur la version randonnée. C'est une bonne alors justement, je rappelle que vous êtes médecin et cofondateur de l'Académie médicale du jeûne et vous prescrivez à certains de vos patients la pratique de ce jeûne. Et je vous propose d'écouter le témoignage de l'un d'entre eux. C'est un sujet de Laura Rochette. Regardez. La pratique du jeûne a le vent en poupe. Suite à un problème de santé, Lina Rouillet en découvre les vertus. Les résultats l'amènent à se former et à accompagner des personnes dans des cures de jeûne. Jean-Pierre vient d'en finir une sur les conseils de son médecin. Moi, ça pourrait se traduire, et c'est là que j'attends les effets, par des effets positifs sur ma peau, étant donné qu'il y a un psoriasiste qui est présent. Jacques Rouillet, fondateur de l'Académie médicale du jeûne et médecin généraliste, est aussi présent sur ces stages, notamment dans le cadre d'accompagnements médicaux. Le jeûne opère un reset, une normalisation. Quelqu'un qui a une tension artérielle excessive, ça va normaliser sa tension vers le bas, mieux que certains médicaments antihypertenseurs, et de façon plus durable. Un médicament, on est obligé de le prendre tous les jours. Le jeûne, une fois qu'on a fait par exemple une semaine de jeûne, eh bien, la tension elle va être normalisée pendant plusieurs mois. Et ce ne serait pas le seul bénéfice de la pratique. Les facteurs d'inflammation seraient réduits, ainsi que ceux des risques d'AVC. On constaterait même des améliorations au niveau du tissu cérébral, avec pour résultat un encouragement de la croissance de nouveaux neurones. Mais c'est incroyable tout ce qu'on peut faire avec le jeûne. Quelle doit être la durée du jeûne pour que ces effets commencent réellement à se faire sentir au niveau de l'organisme ? J'ai envie de dire que c'est selon ce qu'on disait tout à l'heure, c'est propre à chacun. Ce qui est essentiel, c'est de faire ce choix-là, d'avoir envie d'explorer cette voie-là. La bonne durée du jeûne, c'est celle qui fait du bien. C'est pas forcément la même pour tout le monde. C'est pas forcément la même pour un individu donné à deux époques différentes. Je crois que ce qui est essentiel, c'est de bien cerner les indications et les contre-indications médicales du jeûne. Justement, j'allais y venir, mais juste avant, en fait, ces effets du jeûne, on l'explique juste par le fait de mettre son corps au repos ? Le fait que la glycémie soit stabilisée, qu'on améliore les problèmes de peau, c'est le fait de mettre ses intestins au repos ? On connaît très bien la
bascule métabolique qui se fait pendant le jeûne. On commence par consommer le sucre qui est circulant et puis celui qui est en réserve sous forme de glycogène dans les muscles et dans le foie. Et une fois que ces réserves-là commencent à s'amoindrir beaucoup, il va y avoir une bascule métabolique et on va aller utiliser d'une part certaines protéines qui ne sont pas celles des muscles d'ailleurs. On l'a beaucoup reproché aux jeunes, mais ça c'est maintenant avéré que... Donc on ne perd pas de masse musculaire quand on fait un jeûne. On ne perd pas de muscles quand on jeûne, surtout si on fait de l'exercice. Et on va aussi, et ce qui est intéressant, on va aller puiser dans des réserves qui sont faites pour ça, qui sont les triglycérides du tissu adipeux. Alors ça intéresse beaucoup les gens qui ont un surpoids, mais j'ai envie de dire que c'est un effet un peu collatéral du jeûne. Le jeûne a comment dirais-je, apporte un bénéfice qui est beaucoup plus important sur le plan physique et aussi psychique. Hein, ce dont parlait le patient tout à l'heure, c'est cet accroissement de la lucidité, cette sensation de bien-être qui est liée, on le sait maintenant, à la fabrication d'un facteur qui s'appelle le BDNF, qui est un facteur de croissance spécifique pour les neurones. Et le fait que pendant le jeûne où la bascule métabolique s'est mise en place, on va dire autour de 36-48 heures, les corps cétoniques constituent l'aliment énergétique des neurones et les neurones adorent ça. Ils adorent les corps cétoniques beaucoup plus que le glucose. D'accord. Quels peuvent être les effets secondaires quand même de ce jeûne, en tout cas les 3 premiers jours? C'est peut-être les effets. On a une haleine pas terrible à cause de ces corps cétoniques, justement. C'est l'haleine de la cétose. Voilà. Qui est un peu fruité, c'est ça. Voilà, une petite odeur de pomme, mais enfin quelquefois c'est un peu désagréable. De pomme un peu rance, voilà. Et puis il y a aussi le fait que quand on jeûne, on a une acutisation, une sensation particulièrement développée au niveau des sens. C'est-à-dire, on voit mieux, on entend mieux, et l'odorat, on a un odorat de parfumeur, quoi. Hein, vraiment, on devient très sensible aux odeurs. Donc quand on est avec d'autres personnes qui jeûnent, on va aussi percevoir pas les bonnes odeurs. Quoi. mais quelles sont quand même les contre-indications du jeûne? Alors pour l'essentiel, on va dire les troubles du comportement alimentaire. Les gens qui ont un index de masse corporelle en dessous de 18. Et c'est une contre-indication qui est relative parce qu'on a l'expérience de personnes très très minces qui sont venues jeûner, qui ont perdu beaucoup moins de poids que des personnes qui étaient de poids normal ou en surpoids. Peut-être parce que le fait de mettre aussi ses intestins au repos, peut-être va procurer derrière une meilleure digestion, une meilleure assimilation. Voilà. Alors c'est le côté normalisateur du jeûne qui, pour des personnes très minces, va faire que ensuite, après le jeûne, au moment d'une reprise alimentaire, on va reprendre du poids et du bon poids. Du bon poids, parce que l'intestin sera moins inflammatoire, voilà, une meilleure assimilation des nutriments. Et à l'inverse, ceux qui sont en surpoids vont peut-être perdre quelques kilos, mais même si ce n'est pas l'objectif forcément recherché. Non, c'est vrai que je suis d'accord avec ça. On ne fait pas un jeûne ou une détox pour perdre du poids. C'est d'abord pour se sentir mieux, pour mettre son appareil digestif au repos. Et oui, c'est sûr qu'après, forcément, on perd un petit peu de poids. Les autres indications, diabète de type 1 aussi, il faut faire attention. Ce n'est pas une contre-indication. On peut faire jeûner quelqu'un qui a un diabète de type 1. On sait que, par exemple, il faudra qu'il conserve une petite dose d'insuline. Par contre, c'est obligatoirement sous surveillance médicale avec des médecins qui connaissent le jeûne et qui, malheureusement, sont encore un peu peu nombreux en France parce que, contrairement à nos confrères allemands, anglais, américains, russes, enfin bon, on a vraiment l'impression que la France est un espèce de petit îlot d'ignorance que par rapport aux vertus thérapeutiques du jeûne. Alors juste pour conclure, peut-être il y a un jeûne qui est assez facile à mettre en place, c'est le jeûne intermittent. On peut faire ça tous les jours, c'est-à-dire qu'on va concentrer ses prises alimentaires sur une période de 8 heures ou de 10 heures. Ça c'est quelque chose qu'on peut recommander facilement, Catherine, à ces patients. Oui, moi je trouve que c'est une bonne formule. En fait, ce qui compte, de mon point de vue, c'est la régularité. C'est vrai que le jeûne, on va le faire une semaine, alors que finalement, le jeûne intermittent, on n'a pas besoin de surveillance médicale. On peut vraiment s'astreindre à une fenêtre alimentaire. Moi, je recommande surtout le jeûne de 16 heures. Donc, une fenêtre alimentaire de 8 heures, c'est quand même
déjà pas si mal. Alors c'est vrai qu'on va sauter le petit déjeuner ou le dîner en fonction justement de son rythme. Voilà, moi je veux dire, je n'impose pas aux gens qui viennent me voir. Les gens qui n'ont pas faim le matin, voilà, exactement, ils peuvent sauter le petit déjeuner. Et puis on connaît l'adage qui dordine, hein, donc voilà. Par exemple, pendant la nuit. C'est souvent une bonne stratégie de sauter le petit déjeuner, simplement parce que chez nous, le petit déjeuner est un repas qui est beaucoup trop sucré. Mais il ne faut pas dîner trop tard non plus, on est d'accord. Non. Les Américains, vous savez, ils ont des modes alimentaires, on va dire, un petit peu atypiques par rapport à nous autres. Ils se sont rendus compte que simplement en restreignant la fenêtre d'alimentation, ils avaient des très très bons résultats sur le plan médical, sur le plan de la perte de poids aussi, et sur l'amélioration de la santé, avec beaucoup des troubles digestifs, etc. Voilà. C'est important parce que 80% des maladies déclarées ont une origine digestive. Donc, mettre son appareil digestif au repos dès que possible, en tout cas manger sur une fenêtre de 8 heures. Ça paraît assez logique. Exactement. Merci Catherine pour cette très belle conclusion de cette émission. Je pense qu'il y avait un message à retenir, c'était celui-ci. Mettez votre appareil digestif au repos dès que vous le pouvez. Un grand merci à tous les deux, merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain numéro de La Santé d'abord. D'ici là, prenez soin de vous. Le groupe Vive vous a présenté La Santé d'abord, le programme qui prend soin de vous. Groupe Vive, entrepreneurs du mieux vivre.